Et si, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, nous reprenions dans Blow Up notre série sur le sport au cinéma? Et après le foot ou le basket, et avant le golf, reparlons, si vous le voulez bien, de tennis. Car du tennis au cinéma, il y en a. Aujourd'hui avec Zendaya dans Challengers, ou hier dans À propos de Nice de Jean Vigo, en simple dans Populaire de Régis Ronsard, ou en double dans Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, au féminin dans Jeux 7 et match d'Ida Lupino, au masculin dans Élève libre de Joachim Lafosse, ou mixte avec Emma Stone face à Steve Carell dans Battle of Sexes, du tennis pour ouvrir un film dans Match Point de Woody Allen, ou pour clore un film dans Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica, en un seul plan large dans Thé et Sympathie de Vincente Minnelli, ou en plusieurs plans et plus rapprochés dans Brizzy de Clint Eastwood, du tennis plutôt pro avec James Caan dans Le Flambeur, ou moins pro avec Tom Hanks dans Le Palace en délire, sur terre battue dans Une grande année de Ridley Scott, ou sur gazon dans Chambre avec vue de James Ivory, du tennis au premier plan dans Accident de Joseph Losey, au second plan dans L'Exorciste de William Friedkin, ou au second plan, mais finalement non, dans A Single Man de Tom Ford. Bref, du tennis au cinéma, en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux films de l'histoire du cinéma sont entièrement consacrés au tennis. C'est le cas par exemple du documentaire The French que réalise William Klein pendant le tournoi de Roland-Garros en 1981, avec notamment Chris Evert et Martina Navratilova, rivales sur le court, mais plutôt complices dans les vestiaires. Avec aussi Yannick Noah à l'infirmerie pour une entorse qui inquiète son entourage. Donc l'entorse, de toute façon, l'entorse n'est pas guérie. Ou encore avec Iline Stase sur le court qui amuse la galerie comme à son habitude. À part ça, côté fiction, citons le plutôt récent Borg-McEnroe, qui revient sur la rivalité entre le champion Björn Borg, interprété par Sverrir Gudnason, et son challenger, John McEnroe, interprété par Shia LaBeouf. Rivalité qui s'est notamment cristallisée lors de la finale de Wimbledon en 1980. Et un film qui contient cette scène que nous aimons bien, au lendemain de la finale, les deux champions à l'aéroport, loin, bien loin, de leur légendaire inimitié. Mais encore, eh bien, d'autres fictions ont inventé des champions de tennis, par exemple dans 5e set de Quentin Reynaud, cet ex-champion revenu de graves blessures, Alex Lutz, qui joue son dernier Roland-Garros et qui se confronte à ses propres démons, ceux du passé, d'où cette scène saisissante où il croise, avant de servir, le regard de son double jeune. N'oublions pas non plus La plus belle victoire de Richard Landcrane, qui se déroule pendant le tournoi de Wimbledon, avec Paul Bettany, joueur jusque-là moyen, mais depuis peu galvanisé par sa romance avec Kirsten Dunst, elle-même championne de tennis. Des fictions qui font souvent la part belle à de jolies relations joueur-joueuse, entraîneur-entraîneuse, ainsi dans Mika d'Ismaël Ferrouki, le tout jeune Mika, qui entretient les cours d'un club de tennis à Casablanca, va trouver une vocation grâce à la pugnacité de son entraîneuse Sabrina Ouazani. Oui, allez, jusqu'au bout. Ouais. Des entraînements qui d'ailleurs ne se font pas que dans la joie et la bonne humeur, comme le constate le jeune Hugo dans Terre battue de Stéphane de Moustier, sport-études tennis, entraîné par un Jean-Yves Berthelout hors champ plutôt sévère. Le haut niveau, c'est 99% de souffrance et 1% de plaisir. Sinon, on s'en voudrait de ne pas citer la méthode Williams, dans lequel Will Smith incarne King Richard, père-entraîneur de ses deux filles Vénus et Serena, et qui va développer des méthodes originales pour mener ses deux enfants au sommet. À part ça, parfois, le courant ne passe pas vraiment avec son entraîneuse, en tous les cas pour une Carrie Fisher toute jeune dans Shampoo.
Enfin, Sharon Stone, toute jeune aussi, dans Total Recall, elle est tout simplement passée à des entraînements d'une toute autre dimension. Mais encore, eh bien le tennis est le plus souvent présenté au cinéma comme un sport de privilégiés. On le pratique, ou tout du moins on l'évoque, dans les jardins de l'ambassade à Calcutta, dans le India Song de Marguerite Duras. La nuit, près des tennis. Un terrain vide, signe extérieur de richesse, qui nous fait penser à l'ouverture du Sabrina de Billy Wilder, avec en voix off la domestique Audrey Hepburn, qui présente la propriété de ses riches employeurs, avec bateau, piscine et donc cours de tennis. The outdoor tennis court and the indoor tennis court. Du coup, conséquence logique, le terrain à l'abandon, comme celui que l'on aperçoit furtivement dans la demeure de Gloria Swanson, ex-star du muet dans Sunset Boulevard, dit le faste passé et la déchéance sociale. Un peu comme dans The Swimmer, avec Burt Lancaster, en plein déni, qui parcourt sa propriété, et notamment le court de tennis balayé par la tempête, résumant son trouble intérieur et ses traumas passés. Mais à part ça, eh bien les matchs de tennis eux-mêmes au cinéma sont souvent des moments de tension et concentrent des enjeux forts. C'est dans 5x2 de François Ozon, une partie silencieuse entre Géraldine Pellas et Stéphane Fraisse qui inaugure rien de bon quant à l'avenir du couple. Oh merde, voiture, tu le ramasses. Un peu comme le match tendu, en famille, en ouverture des Berkman se séparent, de Noah Baumbach, avec un Jeff Daniels très revanchard, qui prend pour cible sa femme Laura Linney, ce qui là non plus n'augure rien de bon. Des matchs sous tension, qui nous font penser à La famille Tannenbaum de Wes Anderson, avec le craquage, comme on l'appelait autrement, de Luke Wilson, comprenant en plein match que Gwyneth Paltrow vient de se mettre en couple avec Bill Murray. Et puis il y a La femme d'à côté de François Truffaut, avec la détresse sentimentale de Fanny Ardant, amplifiée par la musique de Georges Delerue, certes, mais aussi par le bruit des balles des cours de tennis voisins, comme des coups résonnant inlassablement dans sa tête. Une scène qui nous fait penser à ce face-à-face tendu, dans Moins que zéro, entre un père et son fils, Robert Downey Jr., à ses débuts, avec toutes ces balles de tennis au sol pour dire la désagrégation de leur relation. Dad. Dad. What do you want? Enfin, détresse toujours, et cette fois plus violente encore, celle d'Albert Finet dans Shoot the Moon d'Alan Parker, qui sur un coup de folie détruit tout en se concentrant notamment sur le court de tennis. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le détournement, car souvent au cinéma, les balles de tennis, par exemple, ne sont pas utilisées pour leur fonction première. Ainsi, Nicole Kidman en utilise une pour jouer avec son chien dans Calme Blanc. Un peu comme Johnny Hallyday, qui entraîne le boxeur Stéphane Ferrara avec des balles de tennis dans Le détective de Jean-Luc Godard. Ta droite, ta droite! Sinon, Rolly Serrano, dans Youth, Ersatz de Diego Maradona, jongle, lui, avec une balle de tennis sur le court. Quand le Karl Delao, lui, customise son déambulateur avec 4 balles de tennis qui ne raillent pas le parquet. Enfin, celui qui a le plus d'imagination reste sans doute Freddy Krueger, lequel, dans La Revanche de Freddy, deuxième opus de la saga, utilise des balles de tennis comme des armes mortelles parmi d'autres. Sinon, la raquette de tennis, elle aussi, n'a pas toujours été utilisée pour sa fonction première. Dans Un chien andalou, on se défend avec une raquette accrochée au mur. Dans le Persepolis de Marjane Satrapi, on la transforme en guitare électrique. Enfin, hors catégorie, dans La garçonnière de Billy Wilder, encore lui, Jack Lemmon n'a pas d'égouttoir pour ses pattes, mais après tout, pourquoi en acheter un si l'on a déjà une raquette de tennis à sa disposition? Bref,
Si on ajoute la technique de Jean-Luc Godard sur le cours dans JLG, et la technique de Jean-Luc Godard sur le cours aussi, mais différente, dans Vladimir et Rosa. T'es pas d'accord, Rosa? Oui, c'est vrai. Si on ajoute Jean-Luc Godard toujours, mal placé pour regarder le tennis, dans Chambre 666 de Wim Wenders. Et il m'a pas bien placé pour que je puisse regarder le tennis. Et Bernard Ménez, mieux placé pour regarder le tennis sur Internet, dans Tonnerre de Guillaume Braque. C'est incroyable, hein. En cherchant un peu, on trouve quasiment tous les matchs. Si on ajoute Vincent Lacoste et Isor Multrier qui se rendent au stade de Wimbledon plein dans Amanda, et Jeanne Balibar qui se rend au stade de Wimbledon vide dans le stade de Wimbledon, mais aussi le tennis dans le camp de prisonniers, dans La Grande Illusion, et le tennis en prison pour Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Sans oublier la partie de tennis des sorcières d'Eastwick avec la balle en suspens dans les airs, et la partie de tennis de Bête mais disciplinée avec la balle en équilibre sur le filet. On peut dire que le tennis est au cinéma vraiment partout, surtout si l'on n'oublie pas Charlie Chaplin jouant au tennis ou presque dans Charlot aime la patronne, ni Jerry Lewis jouant au tennis ou presque dans Jerry la grande gueule. Oui, tout le monde au cinéma se retrouve un jour ou l'autre sur le cours, même Jacques Tati et son service peu académique mais efficace dans Les Vacances de Monsieur Hulot. Oh, splendid! 30! Et même les abeilles scotchées au bal dans B-Movie. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec L'Homme Invisible de John Carpenter, jouant avec une raquette et une balle visible, et les mimes visibles du blow-up d'Antonioni, jouant avec des raquettes et une balle invisible. C'est donc parti, disions-nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de tennis de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, des parties de tennis vachardes, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, par exemple celle dans Président d'Anne Fontaine, entre Jean Dujardin, Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois, François Hollande. 30-15. Mais bon, rien ne vaut, à coup sûr, celle dans Mes meilleurs amis de Paul Feig, qui va cristalliser la rivalité Rose Byrne-Kristen Wiig au rythme de l'électrique Dirty Deeds Done Dirt Cheap d'ACDC. Notre numéro 4 est une évidence, L'inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock. Alors bien sûr, nous pourrions montrer la scène clé du film autour d'un match de tennis que Farley Granger doit gagner au plus vite, tandis qu'en parallèle, Robert Walker cherche à récupérer un briquet tombé dans une bouche d'égout. Mais pour aujourd'hui, nous choisissons une autre scène, plus courte, mais tout aussi marquante, plus tôt dans le film, Farley Granger qui se rend sur le cours et qui va bientôt repérer la présence menaçante de Robert Walker dans le public, avec cette obsession hitchcockienne qui fait le génie du cinéaste, toujours raconté par la mise en scène, toujours dire par l'image. Notre numéro 3, une scène qui nous a particulièrement marqué, adolescents, dans Le Zombie de George Romero et qui porte très haut l'art de la transition au cinéma.
Pour bien comprendre, resituons l'apocalypse au dehors, les morts qui reviennent sur Terre pour dévorer les vivants, et 4 survivants qui se réfugient dans un supermarché et se réinventent une vie à l'abri, comme si de rien n'était, comme une parenthèse enchantée entre luxe, calme et volupté, avant qu'une balle de tennis ne nous ramène brutalement à la sombre réalité, à quand, au passage, un sujet sur l'art de la transition au cinéma dans Blow Up. Notre numéro 2 concerne Annie Hall de Woody Allen. Bon, un cinéaste qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, mais disons que cette scène dans un club de tennis, d'abord sur le court, puis dans les vestiaires, est surtout l'occasion d'évoquer le talent comique de Diane Keaton, actrice à part, actrice géniale, ladida, ce qui nous fait penser qu'un C'est quoi Diane Keaton devient vraiment une urgence absolue dans Blow Up. Hi. 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 Oh, hi. Hi. Well, bye. You play very well. Oh, yeah? So do you. Oh, God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well. Oh, God, Annie. Well, oh, well. La-di-da, la-di-da, la-la, yeah. You want a lift? Oh, why? You got a car? No, I was gonna take a cab. Oh, no, I have a car. You have a car? So, I don't understand. If you have a car, so then why did you say, do you have a car, like you wanted a lift? I don't know. I wasn't... I got this VW out there. What a jerk, yeah. Would you like a lift? Sure. Which way are you going? Me? Downtown. I'm going uptown. Oh, well, you know, I'm going uptown, too. No, wait a minute, you just said you were going downtown. Yeah, well, but I can... I'm sorry. I can go uptown, too. I live uptown, but what the hell? I mean, it'd be nice having company, you know? I mean, I hate driving alone. Yeah? Enfin, notre numéro 1, comment ne pas terminer par Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert, le premier film auquel nous avons pensé sur la thématique du tennis. Alors, Marthe Villalonga, dans ses œuvres, très en forme en manteau de fourrure sur les épaules, valise à la main et voix très haut perché, gloire à elle et gloire à Guy Bedos, Jean Rochefort, Claude Brasseur et Victor Lanoux, mais aussi à Yves Robert et enfin évidemment au compositeur Vladimir Cosma. Simon! Vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures? Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te souffre pas. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non? Mais où c'est que je peux te le raconter, alors? Ce matin, je me suis présentée chez toi, et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. En plus qu'il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Il a rien du tout. Tu veux voir ses radios? Il a rien du tout. Demande à Madame Paquet. Seulement lui, Madame forcément, Paquet. il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute. Au revoir, Étienne. Au revoir ou adieu. Adieu. T'inquiète pas, je te laisse pas mon adresse. Comme ça, tu économiseras l'hôtel. Arrête.